Shalom. Aujourd'hui, on va essayer de, comme nous l'apprend le Rabbi, de regarder la Géoula dans la paracha. Alors, si on voit cette paracha, elle nous paraît très négative. Et pourtant, le Rabbi nous apprend que si c'est une paracha de la Torah, c'est forcément un enseignement positif puisque c'est une aura pour nous. Alors, Baruch Hashem, on va essayer de regarder le positif. Alors déjà, la première des choses que nous enseigne le Rabbi, c'est que dans la Torah, c'est comme le corps humain, que chaque partie du corps humain comprend tout le corps humain, comme on peut le voir par exemple en réflexologie ou en iridologie, qu'on voit que dans l'œil par exemple, on voit tout le corps. Alors c'est la même chose dans la Torah. Dans chaque partie de la Torah, on peut retrouver toute la Torah. Alors dans la plupart des parachiotes, c'est pas quelque chose d'évident puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de sujets. Mais dans notre paracha à nous, on voit que toute la paracha pratiquement s'occupe que de l'aventure des explorateurs. Et donc c'est le même sujet, donc ça veut dire que ça représente la Torah en elle-même. Et pour confirmer cette chose-là, on voit après, il y a l'histoire des libations qu'on faisait quand on arrive dans la terre d'Israël. Et ça, c'est une promesse que les béné Israël vont rentrer en Eretz d'Israël. Et la paracha se termine par la mitzvah des tzitzit. Et si comme on nous l'apprend, que les tzitzit, la guématria de tzitzit, c'est 600. Plus si on rajoute les 8 fils qu'il y a de chaque côté et les 5 nœuds, ça fait 613. C'est-à-dire que les tzitzit représentent l'ensemble des mitzvot. Quand on regarde les tzitzit, ça nous rappelle les 613 mitzvot. Donc on voit que là, il y a un dévoilement dans cette paracha, qu'on voit que la paracha, elle représente toute la Torah. Donc ça nous donne quelque chose de positif. Donc on va essayer de chercher le positif qu'il y a dans cette paracha. Alors il faut comprendre que les béné Israël, ils ont vécu l'esclavage, après ils ont vu des miracles, les 10 plaies d'Égypte qui étaient quelque chose d'extraordinaire, après ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, après ils ont assisté à Matan Torah, et là ils ont profité de la manne, de tous les miracles qu'il y avait dans le désert, qu'Akadosh Baruch Hu les habillait sur place, les nourrissait, que tout s'aplanissait, il n'y avait aucun danger, etc. Et maintenant on leur dit vous rentrez en Eretz Israël. Alors d'un côté ils ont eu peur. Comment rentrer en Eretz Israël? Maintenant, on profite, on vit dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, et maintenant on doit rentrer dans la terre d'Israël et travailler la terre. Alors ils ont dit à Moshe, on veut savoir c'est quoi cette terre, on veut savoir, tu nous dis de rentrer là-dedans, nous on veut savoir c'est quoi. Et Moshe, il a été très surpris, il s'est dit, comment, après avoir vécu autant de miracles, ils ont encore un doute sur Akadosh Baruch Hu qui va les laisser tomber. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Si je leur dis non, alors ils vont suspecter qu'il y a quelque chose de caché derrière. Il s'est dit au contraire, je vais utiliser le fait d'envoyer ces méraglim pour prouver au béné Israël que le Ham Israël il vit au-dessus de la nature. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait toutes les erreurs possibles pour envoyer des espions dans un pays. En général, quand on envoie des espions, on le fait discrètement, on envoie des gens très jeunes, on envoie des gens un par un pour espionner à l'endroit. Lui, il prend 12 personnes. Et pas n'importe quelles 12 personnes. C'était des tzadikim, des chefs de tribu, c'est-à-dire des gens pas du tout expérimentés dans l'art d'espionner, mais au contraire des gens grands, peut-être un peu plus âgés que ce qu'il faudrait pour un espion, des gens de 50, 60 ans, ce qui n'est pas évident pour aller espionner. On les envoie avec une fanfare, on les envoie aux yeux de tout le peuple. On aurait pu penser qu'il y aurait peut-être eu une fuite, un des peuples d'Israël aurait entendu qu'ils allaient voyager. En plus, Moshe Rabbeinu leur demande de marcher dans toute la terre d'Israël. Ils allaient par groupe de 12 et ils voyageaient dans toute la terre d'Israël, c'est-à-dire vraiment se faire reconnaître. C'est vraiment l'antithèse de l'espionnage. Et en plus, il leur demande de ramener des fruits. Et on sait que ces fruits, ils étaient énormes, que chaque fruit, il était plus grand que les 12 princes ensemble, et qu'il fallait 4 personnes pour ramener chaque fruit, ce qui passe vraiment, ça passe pas inaperçu, c'est vraiment les mettre en danger, et pourtant malgré tout, ils ont réussi. Donc, Moshe Rabbeinu pensait vraiment qu'ils allaient revenir avec une grande joie, et c'était tout son but, c'est que le rapport des explorateurs allait donner une joie telle au béné Israël qui serait très content de rentrer, Bessimra, avec un grand enthousiasme, et qu'ils allaient être très contents de profiter de leur terre. Et c'est tout le contraire qui arrive. Ils arrivent et au lieu de voir tous les cadeaux qu'Hachem leur fait, que par exemple, il fait que tous les peuples sont occupés à enterrer des morts, justement pour pas qu'ils fassent attention à eux. Et eux, au lieu de voir ça comme une tova qu'Akadosh Baruch Hu leur fait, il leur dit, mais c'est un pays où on fait qu'enterrer les morts.
Après, ils voient des gens immenses. Au lieu de dire waouh, qu'est-ce que cette terre, elle est bonne, regardez l'air qu'il y a dans cette Eretz Israël, comment ça fait des gens forts et costauds. Non, eux, ils voient waouh, c'est des gens grands, ils sont plus forts que nous. Après, quand ils voient les fruits d'Israël, ils auraient dû être stupéfaits de voir la bracha d'Akadosh Baruch Hu dans cette terre d'Israël. Comment des fruits aussi beaux ils peuvent sortir d'un pays. Mais non, eux, ça leur a fait peur. C'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les occasions qu'Hachem leur a données pour leur montrer que la terre était bonne et pour que c'était quelque chose d'extraordinaire et qu'ils allaient continuer à vivre, mais à la teva. Et eux, ils ont vu ça comme des problèmes et des souffrances. Alors, c'est quoi le message pour nous? C'est ça le plus important. Alors, le message pour nous, c'est que quand quelqu'un il n'a pas la émouna et qui ne vit pas avec la émouna qu'Akadosh Baruch Hu le conduit à chaque instant et qu'Ashgacha pratique le conduit dans les bonnes choses, alors il voit tout ce qui l'entoure, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu met sur son chemin, il le traduit comme des nisayon, comme des épreuves. Parce que pourquoi? Parce qu'il a dans sa tête quelque chose qui le bloque. Par exemple, les explorateurs, ils n'avaient pas trop envie d'entrer en Eretz Israël. Ils préféraient rester dans le désert, vivre dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. C'était pour eux une grande épreuve de rentrer en Eretz Israël. Alors, tout ce qu'ils ont vu, ils l'ont traduit avec cette pensée que Akadosh Baruch Hu, et que ça va être dur, que ça va pas être bien, etc. Alors que Akadosh Baruch Hu, il leur a montré tout le contraire. Alors, c'est ça l'enseignement pour nous. Nous, on doit savoir que quand il nous arrive quelque chose, ne pas traduire les événements en fonction de nos attentes et de notre esprit petit. Essayer de se dire, si Hachem m'envoie quelque chose, c'est sûr que c'est pour mon bien. Et je saisis cette chose-là pour m'avancer, pour faire ma shlichut, puisque chacun de nous, on a une shlichut. Et les explorateurs aussi, ils avaient une shlichut. Et que donc, ils devaient utiliser ce qu'Hachem leur donnait pour réussir leur shlichut. Alors, ça, c'est en concernant ce qu'ils ont ressenti et comment ça s'est passé. Maintenant, si on peut voir que les explorateurs, eux, ils avaient cette mission d'implanter dans la terre d'Israël la Kdosha pour qu'après, ça soit plus facile de tirer profit de cette terre. Alors, le rabbi nous donne plusieurs messages. Le premier des messages, c'est qu'un juif, il doit savoir et vivre vraiment au fond de lui qu'Hachem, il est toujours avec lui et qu'il a la force de vivre au-dessus de la nature. Et comme nous apprend le Maharaj que justement, juste avant la Géoula, il nous donne l'exemple que la Parnassa viendra comme la manne, c'est-à-dire sans se fatiguer. Akadosh Baruch Hu, il nous enverra tout ce qu'il faut, mais à condition qu'on veuille vivre ces nissim. C'est-à-dire quand un juif, il veut vivre au-dessus de la nature, il se donne donc les moyens de vivre au-dessus de la nature, et Akadosh Baruch Hu le fait vivre au-dessus de la nature. Mais si le juif il se dit ouais, je vais rentrer en Eretz Israël, je dois travailler, et ça va être dur, et ça va être très très dur même, alors il descend au niveau de la nature, et il vit dans la nature. Et donc oui, ça va être dur. Comme le juif y pense, comme ça Hachem il le fait. Il le fait vivre comme il pense. Ensuite, on voit que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a demandé aux explorateurs d'amener des fruits. Pourquoi il leur a demandé d'amener des fruits? La première des choses, c'était pour montrer que justement les fruits d'Israël, ils étaient bénis et ils étaient magnifiques. Mais c'était surtout pour leur donner la simcha de la terre, de voir que Kadosh Baruch Hu, justement, dans cette terre d'Israël, dans le gashmi de la terre, il y avait toutes les brachot infinies. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. On peut se poser la question, voilà, le rabbi nous dit de la même manière que Moshe Rabbeinu a voulu enseigner aux Bnei Israël, les préparer à rentrer en terre d'Israël pour vivre pleinement leur Géoula, s'attendre à une grande joie, et vraiment se préparer avec grande joie pour entrer en Eretz Israël. De la même manière, nous, on doit faire la même chose, étudier les enseignements de Géoula, vivre la Géoula dès maintenant, pour pouvoir profiter le plus possible de notre Géoula. Bezrat Hashem. Et c'est tout le sens que le rabbi nous demande d'étudier une année Mashiach des Géoula. C'est justement pour nous préparer à la Géoula et pour vivre tous ces instants avec une grande joie, avec un enthousiasme encore plus grand. Plus on va étudier les sujets de la Géoula et plus on va avoir un grand enthousiasme. Et il y a encore une autre chose que le rabbi nous apprend. Il nous dit comment c'est possible qu'un projet de Moshe Rabbeinu, il ne se réalise pas. Comment c'est possible que ce que Moshe Rabbeinu prévoit, ça ne se réalise pas? On sait que tout ce qu'un acier adore fait, c'est éternel. Donc si Moshe Rabbeinu a fait ce projet d'envoyer les Meraglim, comment c'est possible que Bassof,
c'est quelque chose de négatif. Comme on l'a dit, il n'y a pas de négatif dans la Torah. Et si apparemment c'est habillé dans du négatif, il faut chercher le positif dedans. C'est ça la vision de la Géoula. Donc le Rabbi nous enseigne que c'est vrai qu'il a envoyé les Meraglim. Et d'ailleurs, on les appelle, dans notre paracha, ils ne sont pas appelés Meraglim, ils sont appelés des touristes. C'est seulement dans le Sefer Dvarim qu'on les appelle les Meraglim. Donc eux, ce qu'ils devaient faire, c'est décrire ce qu'il y avait en terre d'Israël, mais eux, ils ont rajouté leurs commentaires. Et ces commentaires-là, c'est ça qui les a fait tomber. Mais sur le fait qu'ils ont rapporté comment la terre d'Israël était, que ça faisait grandir des géants, qu'il y avait des grands fruits, ça, ils l'ont dit. Et leur rapport a été bénéfique, puisque quand Yoshua, il a dû rentrer en terre d'Israël, les bénis Israël, ils n'avaient plus peur, au contraire, ils avaient hâte de rentrer, ils avaient une grande joie de rentrer grâce au compte-rendu des Meraglim, des explorateurs de Moshe. Donc on voit que la mission de Moshe Rabbeinu a réussi. Maintenant, il y a une autre question que le Rabbi pose. Mais quelle est la faute vraiment des explorateurs? Puisqu'on leur a dit de rentrer dans le pays et de vivre dans ce pays d'une manière gashmi, c'est-à-dire d'une manière concrète, de travailler la terre. Donc, comment on pouvait leur reprocher de vouloir aller explorer la terre et d'avoir peur de la terre, puisque finalement, c'est ce qu'ils ont regardé, que la terre leur a fait peur. Alors, le Rabbi nous explique à ce moment-là qu'il y a deux moyens, par exemple, de gagner sa vie. On peut penser, je vais vite faire ma tefila et je vais travailler le plus nombre d'heures qu'il faut pour augmenter mon salaire, pour faire le plus. Et il y a une autre manière de se dire, moi, je fais ma tefila le temps qu'il faut, je me fixe des temps d'études, je fais beaucoup de tzedaka, je fais le keli alpiteva, c'est-à-dire que je vais travailler, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne la réussite. C'est-à-dire, c'est ça la différence. C'est penser que oui, je fais le Keli Alpiteva, oui, je vais rentrer en Israël et je vais devoir travailler, mais la réussite, elle ne tient que à Kadosh Baruch Hu, elle ne tient pas dans mes efforts. Mes efforts, ils doivent être surtout retenus dans le travail que je vais faire en niveau d'Akadosh Baruch Hu, mon avodat Hashem. Ça, c'est ce qui va amener la bracha. Et le reste, de faire le Keli Alpiteva, de travailler, ça c'est un commandement de Torah, on doit le faire. Mais on ne doit pas penser que c'est mon travail qui va ramener la bracha. C'est rien que la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a encore une autre chose qu'on peut déduire de cette paracha, c'est que faire attention comment on parle. Quand on parle de la terre d'Israël, il faut toujours dire du bien. Il ne faut pas reproduire la faute des explorateurs. Que même s'il nous paraît des choses difficiles ici, alors il faut essayer de les traduire en quelque chose de positif. La même chose qu'ils ont fait, qu'ils ont traduit les choses qu'ils ont vues d'une manière négative, nous, on doit faire le travail de traduire toujours dans le positif. Et que Bezrat Hashem, on voit de nos yeux, avec nos yeux de Géoula, qu'on est déjà dans la Géoula et qu'il ne nous demande pas grand-chose à faire, il ne nous reste pas grand-chose à faire pour voir Béhémet la Géoula. Alors qu'on se retrouve tout de suite au Beth Amikdash. Shabbat Shalom.